Bonjour et bienvenue à Accès MRC, donc l'émission qui vous fait découvrir cette année différents organismes du secteur. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Martin Guillemette, président de la Société d'histoire de Saint-Félicien. Bonjour Martin. Salut Alexandre. Qu'est-ce que ça fait une société d'histoire en général? Société d'histoire, ben, ça ramasse des archives, ça ramasse des biens que les gens ont. On ramasse plus le côté paperasse, je pourrais dire. Mais oui, occasionnellement, on ramasse aussi des objets. Puis ce qu'il faut faire avec ça, c'est comme les classifier, puis après ça, les archiver, puis de les rendre accessibles aussi à la population. C'est le but. C'est qu'à un moment donné, on en parlera plus tard, mais de rendre toutes ces archives-là accessibles. Un genre de musée, mais de paperasse, si on veut. Oui, c'est fort. On est comme en parallèle un peu au musée, là, mais on a ramassé, oui, des objets depuis plusieurs années. Que peut-être qu'aujourd'hui, on a changé un petit peu notre charte, là, puis on va être un petit peu plus pointu sur ce qu'on va accepter comme document. Puis Entre autres, des photos, je pense, on en voit quand même passer souvent sur les réseaux sociaux. Oui. C'est quand même impressionnant à quel point un endroit peut changer d'apparence finalement au fil des années. Là. Par rapport à l'historique de la Société d'histoire, à quoi ça peut ressembler à Saint-Félicien? Bien, ça a commencé en 1989. C'est un groupe de personnes qui ont décidé de former une société d'histoire. Je pense qu'il y en a plusieurs qui se sont formés là, dans les années 80. Puis là, ils ont décidé d'en faire une pour Saint-Félicien. Puis c'est le fun de voir jusqu'où on va aller avec ça. Par rapport aux différents sites où est-ce que vous avez opéré finalement, vous avez fait combien d'endroits? Bien, moi, de ce que je me souviens, là, le premier site qu'on a eu, que je connais, c'est à la Maison de la Culture d'aujourd'hui. Dans ce temps-là, c'était à l'Hôtel de Ville. Puis on occupait un petit local au premier étage, à gauche. Puis où il y avait la voûte, elle est encore là, la voûte. Là. Puis là, nos archives vidéo avaient été comme placées là-dedans. Après ça, ça a déménagé dans le sous-sol de l'OMH, en arrière de l'église. Puis plus récemment, à un moment donné, on avait eu comme un projet d'avoir une maison qui est présentement où les dentistes Potvin Jobin. Là. Oui. Il y avait une maison qui était là. Puis là, il y avait eu un projet de peut-être que la ville nous laisse cette maison-là. Okay. Mais là, il est arrivé le projet pour le dentiste, tout ça. Puis, tu sais, c'est bien correct parce que la ville, au lieu de donner le terrain puis la maison, en fait, ils l'ont vendu. C'était comme normal. Là. Nous autres, on n'a pas été offusqués de ça. Mais sauf qu'après ça, c'est là qu'ils nous ont offert le presbytère. Okay. Parce que le presbytère était porté à changer de vocation. Fait que là, on a déménagé au presbytère. Puis là, le presbytère a fini par être vendu. Devenu d'autres logements. Devenu encore des logements, tout ça. Fait que là, c'est là que l'idée du sous-sol de l'église est arrivée. Okay. Où est-ce qu'on est présentement. Au-dessus de nous autres, il y a la fabrique, puis nous autres, on est juste en bas. Puis là, écoute, vraiment, là, c'est un local... c'est quelque chose de solide, hein, l'église, le plancher, tout ça. Ça doit être quand même assez grand aussi. Oui, pour la grandeur, oui, on a gagné. On était plus que le double là, de ce qu'on avait au presbytère. Là. Puis même dans le sous-sol de l'OMH aussi, on était limité. Mais d'ailleurs, l'OMH, c'est le fun parce qu'ils nous ont hébergé quand même du matériel pendant quelques années là, dans un coin de leur sous-sol. Ah oui? Puis on est allé les chercher juste l'année passée. Puis là, on est en train de tout traiter là, ces fonds-là. Là. Fait que il y a beaucoup de... Le monde restait surpris de voir comment est-ce qu'il y a du stock, comment est-ce qu'on a du matériel. Là. En 35 ans, on s'en ramasse beaucoup. Quand on parle de traitement, tu dis qu'on va traiter justement les archives et tout. Comment vous faites ça? Qu'est-ce que tu veux dire par traiter une archive? On a des bénévoles qui travaillent vraiment, des passionnés, là, qui ont soit des fonds, soit des items, des documents, des photos, tout ça, des vidéos même. On a même des anciennes petites bobines 8 mm. Ah oui? On a ça aussi. Puis on a ce qu'il faut pour les transférer aussi. En plus. Puis la personne qui s'occupe de traiter un fonds, là, il faut qu'elle le fasse d'un bout à l'autre. OK. Parce qu'il y a toute une analyse qui se fait de ce qu'il y a dedans. Tu vas prendre un fonds A et un fonds B, puis ils n'auront pas les mêmes items dedans. Il y en a un qui va avoir des photos, puis l'autre n'en aura pas. Puis pour qu'on comprenne bien, c'est quoi un fonds? Qu'est-ce qu'on veut dire? Un fonds, c'est comme tout répertorié qu'est-ce qu'il y a dans de ce que le monde nous a donné, mettons. Je pourrais prendre un exemple. M. Benoît Laprise, que tout le monde connaisse dans notre coin, est venu nous porter toutes ses archives, tout ce qu'il y avait, ses souvenirs, puis tout ça. Puis il y avait beaucoup d'articles de journaux, puis tout ça. Fait que là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on fasse, mettons, dans son archive, dans son fond, il va y avoir une section articles de journaux. Okay. Là, j'y vais grosso modo, mais puis d'un fond à l'autre, il y en a un qui va avoir une section photo, puis l'autre qui ne l'aura pas parce qu'il n'y a pas de photo dans son fond, puis l'autre, il va avoir des vidéos, puis tout ça. Fait que chaque fond est comme vraiment unique.
Puis il y a une façon de faire ce classement-là. Là. Il y a des genres de normes, des genres de normes là, archiviques là, qui servent à justement nous guider là-dedans. Puis, fait que la personne, il faut qu'elle fasse le fond d'un bout à l'autre pour pas justement se mélanger. Puis, dédoubler aussi peut-être, parce que vous devez recevoir des archives parfois en double selon le fond. Oui, quelqu'un va nous amener des articles de journaux. Ben, on a toutes les étoiles du lac, puis même la voie du lac qui existait avant, on les a tous en papier. En archive papier. Puis, en tout cas, il y a des choses qui se numérisent, mais tout ça, mais c'est oui, à un moment donné, oui, il y a du dédoublement un peu, ça arrive. C'est classé de quelle façon? Est-ce que c'est vraiment un journal qui est déposé dans une boîte X identifiée ou c'est vraiment rentré dans une certaine protection? Comment vous faites ça? Ben, en fait, il y a des boîtes. Nous autres, on a fait un choix il y a quelques années d'utiliser des boîtes à pH équilibré. C'est une chose que je ne connaissais pas non plus avant d'être dans le CA de la société. Puis c'est des boîtes qui sont mieux pour la conservation. C'est pour qu'il y ait moins de détérioration. Puis il y a des raisons là, techniques à ça. Mais pour le papier, j'imagine, ça a quand même une importance. Oui, mais tu sais, on n'est pas dans des conditions idéales. Je suis allé visiter la Société d'histoire de Chicoutimi ou de Saguenay, là, puis il y a vraiment, c'est une chambre froide, là. Il y a une température vraiment fraîche, puis le taux d'humidité, tout ça. On n'est pas dans l'idéal de ça, mais tu sais, notre local est quand même sec. Tu sais, il n'y a pas de danger que les choses prennent de l'humidité. Mais il reste que, oui, on essaye de les conserver le mieux possible, là, pour que ça perdure dans le temps. Puis, on en reparlait aussi, mais la numérisation va faire partie aussi de la conservation du souvenir. Tu sais. À un moment donné, ça sera-tu encore utile qu'on ait toutes les versions de papier de toutes? Il y aura des questions à se poser dans le futur. On parlait justement de conserver les items dans le temps. Est-ce que ça fait partie pas mal de votre mission de la Société d'histoire? Oui, bien, la mission que je pourrais en même temps lire, là, c'est parce que c'est dur de se rappeler, mais préserver et faire connaître l'histoire de sa communauté, son évolution sociale et culturelle. OK. Fait que, dans le fond, oui, idéalement, c'est de diffuser aussi ça, ce qu'on a. Ça ne peut pas se faire à large. Mais, on a fait déjà des séries d'émissions qui en parlaient. On en parle là. Ça fait partie un peu de tout. Même quand on voit des photos, comme on parlait un peu plus tôt, sur les réseaux sociaux, ça fait beaucoup réagir les gens aussi. Les gens aiment ça, voir... Puis les vidéos. Oui, la dernière vidéo a fait réagir beaucoup, là, le centre-ville de Saint-Félicien. C'est vraiment le fun de voir les réactions puis les commentaires en dessous aussi. Là. Comment vous faites pour... la numérisation de documents, c'est quand même assez standard, on pourrait dire, là, au niveau des documents. Mais par rapport aux vidéos, justement, les bobines que vous avez, comment vous procédez pour les transférer puis enregistrer ça dans un logiciel ou une base de données quelconque? En fait, les petites bobines, on a comme ça ressemble aux anciens projecteurs quand on projetait des films sur le mur là, avec les bobines. Sauf que lui, il numérise vraiment avec un petit capteur comme une caméra, si on veut. Puis il numérise toutes les images. Image par image. Fait qu'une petite bobine qui dure normalement 3 minutes à jouer, ça peut prendre une demi-heure à numériser. C'est à peu près 10 pour 1. Fait qu'il avance image par image, il prend des photos, puis ça nous donne un fichier MP4 qu'on est capable d'archiver tout de suite dans nos disques durs. Puis, ça, c'est quelqu'un qui fait ça plein temps ou c'est vraiment selon les fonds que vous arrivez? Oui. On a fait beaucoup de numérisation, entre autres les cassettes de télévision, de la télévision communautaire, puis de Vox, puis de ma TV plus tard. Là. Ça a tout été numérisé. Puis il y en a qui étaient sur des DVD, on les retransfère en format numérique aussi pour être sur disque dur. Puis les cassettes VHS aussi, qu'il y a eu des anciens conseils de ville. Là. En fait, on en a depuis les années 70. Là. Quand même. Il y en a qui sont en noir et blanc. Fait que, c'est vraiment le fun aussi de revisionner ça des fois. Là. Mais le format... peu importe, là, on est capable de les numériser. Là. On a tous les lecteurs professionnels qu'il y avait en télévision. On les a aussi pour numériser les anciennes émissions. Mais ça, il y a eu un gros travail de fait. On a eu un employé pendant 1 an et demi de temps, puis il a numérisé 500 cassettes là, en 1 an et demi. Fait que tout ça est rendu numérisé. Puis, il y a un gros travail. Un jour, ça va être consultable par nos membres. OK. Directement en ligne. C'est le but qu'on veut faire. Pour consulter toutes les archives, est-ce qu'il faut être membre de la Société d'histoire? Bien, nous autres, on veut acquérir le plus de monde possible, évidemment, parce que c'est une partie de notre financement. Mais non, si vous venez à la Société d'histoire, vous pouvez venir faire de la consultation. On a une personne qui est là, qui peut vous aider, puis tout ça. Vous pouvez faire de recherche peu importe, ça peut être en généalogie aussi. Okay. Mais oui, quelqu'un peut venir, puis il y a des petits frais
travail, là, mais c'est pas des choses dispendieuses. Là. Pour le volet intérêt à l'histoire, est-ce qu'il y a une utilité à toutes ces archives-là pour les gens qui font des recherches pour le travail, par exemple, ou même pour les médias à gauche, à droite? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, ben oui. Puis même, on a pratiquement tous les ans des étudiants du cégep qui viennent faire des recherches pour peu importe la raison, là, ils viennent faire des petites recherches à la société. Puis ça, ben, c'est avec le cégep, on le fait gratuitement. Une pause. Oui. Mais tu sais, c'est vraiment le fun, justement, parce qu'on a tellement de grosses banques d'archives. Là, que, il y a vraiment de la matière, beaucoup, puis c'est les souvenirs de Saint-Félicien, dans le fond, nous autres, qu'on conserve. Là. Quand on arrive justement à la Société d'histoire et on cherche quelque chose de précis, de quelle manière c'est classé? Est-ce que c'est par événement, par année, par sujet? Si j'arrive chez vous demain matin et que je dis, bon, je cherche quelque chose de vraiment précis, comment vous faites pour vous y retrouver finalement? Ben écoute, il y a des catalogues à l'ancienne, là, tout par écrit, avec des index. Fait que tu es capable de savoir dans un fond, juste en regardant l'app ou les premières pages, tu es capable de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le fond. Fait que si tu cherches quelque chose, puis là, on a une personne, ça fait 4 ans et demi qui est là, presque 5 ans. Fait que elle est rendue qu'elle le sait. Il y a beaucoup de choses qu'elle va dire, on va aller voir dans tel fond, je pense qu'on va trouver ce que vous cherchez. Fait que à un moment donné, il y a des connaissances qui arrivent là, dans le domaine que ça fait longtemps que tu es dans la boîte. Là. Mais aussi, c'est le logiciel qui va venir nous aider beaucoup. On est en train de tout rentrer les données dans un logiciel qui est vraiment gigantesque. Là. Ça n'a pas de limite. Là. C'est une grosse base de données. Puis en plus, c'est utilisé partout sur la planète. Là, c'est quelque chose qui existait déjà pour les autres sociétés d'histoire, par exemple. Puis là, il y a un de nos membres, Jacques Savoie, qui était là et qui avait fait des recherches un peu pour monter une base de données, justement, parce qu'on voulait vraiment numériser tout. Puis là, tu arrives pour faire une recherche, puis tu cherches quelque chose sur le zoo. Bien là, tout pop, là, tout sort en même temps. Fait que c'est beaucoup plus facile que fouiller dans des documents. C'est facile à comprendre. Dans un futur, est-ce que c'est pensable d'avoir accès à toute cette information-là par le web, par exemple? Bien oui, ce serait le but. C'est que, justement, quelqu'un, n'importe où sur la planète, pourrait se connecter, devenir membre de notre association, puis avoir accès, justement, à toute la base de données. Puis après ça, bien, s'il veut avoir des vidéos ou peu importe, des documents, des photos, tout ça, bien là, on pourrait s'organiser puis les faire parvenir. Ça doit être envisageable aussi d'arriver et de demander juste un frais journalier, par exemple, même en ligne. Oui. C'est tout ça est on est bien dadon pour accommoder les gens qui veulent accéder à nos affaires. Au niveau de la généalogie, on en parlait un peu plus tôt, vous en faites également. Oui. Comment ça fonctionne à ce niveau-là? On arrive, puis il y a des documents par rapport à ça, selon les familles? Ou... Oui. En fait, c'est tout comme des catalogues. Puis il y en a quand même plusieurs. Il y a plusieurs éditions. Là, je ne suis pas capable d'aller dans les détails, là, parce que j'en ai pas fait beaucoup, mais d'après ce que je connais, il y a beaucoup de genres de catalogues. Puis là, il y a des années. Parce que faut savoir que les données écrites datent des années 1600 à peu près. Avant ça, il n'y a pas rien de répertorié. Mais après ça, à partir de 1600, là, tu commences à avoir les mariages, les décès, les naissances. La raison là, les arbres se fabriquent comme ça. La raison avant 1600, c'est comme ça n'a juste pas été fait. C'est pas la préhistoire, mais presque. Là, c'est ça. C'est ça. C'est parce qu'il n'y avait rien de consigné avant. Le monde vivait, puis ça allait comme ça. Puis c'était pas plus compliqué que ça. Puis à un moment donné, ils ont commencé à répertorier des données. Puis, fait que l'histoire, pour nous autres, en tout cas au Québec, peut-être au Canada, là, ça commence dans les années 1600. Je ne sais pas s'il y en a eu avant ça en Europe. Là, je ne suis pas capable d'aller jusque-là. Mais c'est comme par catalogue aussi. On a même des microfiches qu'on avait acquis à un moment donné dans le temps. Depuis 1600, ça fait déjà une énorme banque. Oui. C'est certain que vous allez trouver ce que vous cherchez. Puis maintenant, il y a des outils en ligne aussi. Fait qu'on peut accéder à ces outils-là. S'il y a des affaires plus récentes qui ne sont pas dans nos catalogues. Puis, comme les Ancestry de ce monde. Oui, ça ressemble à ça. Tu parlais tantôt d'un employé qui était là depuis 4 ans et demi. C'est encore la même qui est là actuellement. Ah oui, on a une personne qui est vraiment un employé plein temps ou... Ben écoute, on est capable de l'avoir 25 heures semaine. On est ouvert du lundi au vendredi de midi à 17 heures. Puis c'est une plage horaire quand même intéressante pour les gens. Là. Puis même à la limite, on pourrait s'organiser la fin de semaine si des gens veulent faire des recherches, quelque chose. Puis prendre un rendez-vous. Bon, c'est ça. On pourrait s'organiser sur rendez-vous un soir ou peu importe. On est bien
accommodant là-dessus aussi. Avez-vous des statistiques par rapport au nombre de visiteurs année après année? Oui, ça, c'est quelque chose que j'aimerais avoir. OK. Mais tu sais, on n'a pas, non, on ne tient pas de statistiques vraiment, mais on sait, tu sais, mettons, combien qu'on a de membres, on sait combien il y en a qui nous font des dons, tu sais, ça, il faut répertorier ça, parce qu'on est quand même un organisme de charité. Oui. Fait que ça veut dire qu'on peut émettre des reçus si quelqu'un nous fait un don. OK. Fait que là, tu sais, ça, c'est un autre avantage. Puis c'est ça. Fait que on sait des choses comme ça, mais tu sais, on n'a pas vraiment de statistiques de combien est-ce qu'on a accueilli de gens, là. Au niveau du financement, donc à quel endroit vous allez chercher votre financement? Avez-vous des événements de financement? Oui. Bien, le principal financement, la Ville de Saint-Félicien, c'est sûr que c'est notre partenaire principal parce que c'est eux autres qui nous logent, c'est eux autres qui payent notre loyer à la fabrique. OK. On fait qu'on est logé, puis on est nourri aussi presque. On a une subvention annuelle puis qui est indexée avec le coût de la vie depuis 2024. J'ai réussi à gagner ce point-là parce que ça faisait 14 ans, je pense, que la Ville subventionnait la société. Puis ça n'avait jamais changé. Fait que là, on a réussi à en négocier un petit peu avec eux autres de se faire augmenter, tu sais, pour que ça ait du bon sens au fil des ans. Puis, tu sais, là, on est rendu comme dans les alentours de 12 000, 12 500. Là, ça joue là-dedans. Fait que on sait que c'est quand même une subvention importante par rapport à ce que d'autres organismes ont. T'sais, on sait que le Village Boréal, ils ont des services, le Verdun, ils ont des services. Ils n'ont pas nécessairement de subvention en argent. T'sais. Mais moi, ce que je fais tout le temps comme différenciation, c'est que il y en a beaucoup des organismes que c'est comme un peu du loisir. Je ne veux pas dénigrer personne, là, mais je sais qu'il y en a qui travaillent au Village Boréal pour Verdun, c'est la même chose. Là. Mais nous autres, on a un job d'archiver les affaires, c'est précis. On a des bénévoles qui travaillent, là, mais c'est presque des employés parce que il faut, comme je te disais tantôt, quand ils commencent un fonds, il faut qu'ils le finissent. Fait que, il y a une procédure à suivre, puis on s'entend que c'est à l'année aussi. Fait que moi, je dis que c'est un job qu'on a là, à la société. Oui, moi, j'aime bien ça parce qu'on aime ça, les archives, on aime ça, jouer là-dedans, puis tout ça. Mais en même temps, c'est un job qu'il faut qu'il soit rigoureuse. Vraiment. Vous avez un rôle à remplir. Oui, c'est ça. Vous avez un CA, je pense. De combien de membres vous êtes? On est 9. 9. 9, c'est le fun. On a une belle brochette de monde. Là. Il y a de la diversité, puis là, chacun se répartit les tâches, puis je trouve que ça va bien. On a vraiment une belle équipe, là, ouais. Puis par rapport au financement, je veux revenir un peu, mais je crois que vous avez un souper aussi. Oui, mais c'est vrai, on a lâché cette partie-là, mais oui, on a le souper annuel. Ben, tu sais, principalement, notre subvention, la Ville. Oui. Après ça, c'est le renouvellement des membres qu'on fait en janvier. Après ça, ben, depuis l'année passée, on fait un moitié-moitié l'été. Oui. Ben, je dis l'été, mais on le start juin, juillet, puis on le fait le tirage à notre souper bénéfice du mois de novembre. Ouais, du mois de novembre. Fait que là, notre souper bénéfice est quand même important aussi. Ça va chercher encore une bonne partie pour notre financement, tout ça. Puis là, depuis l'année passée, justement, on a augmenté nos heures d'ouverture. Okay. On a réussi, on a fait des prévisions un peu pour l'année, puis tout ça, puis on est capable d'ouvrir 25 heures au lieu de 20 heures par rapport à ce qu'on faisait l'année passée. Fait que, tu sais, ça veut dire qu'on n'est pas pire en santé quand même. Oui, absolument. C'est rassurant. Mais on ne peut pas s'asseoir et dire ça va bien. Il faut tout le temps travailler. Tu sais, les membres, tout ça, je ne sais pas si tu as vu, mais on est passé sur une plateforme numérique pour le renouvellement des membres. OK. Puis juste par rapport à l'année passée, on avait comme 500 $ à peu près de rentrée de membres en masse. Puis cette année, on était à 1900. Tu sais, on est presque rendu à notre renouvellement maximum. Là. Puis pour la même période, on était comme au quart l'année passée. Donc, c'est une belle je pense que oui, c'est ça. Puis ça se fait automatique. Ben, le monde sont habitués maintenant avec les plateformes, puis carte de crédit. Puis là, il y a un renouvellement automatique qui se fait. Ça veut dire que tu rentres membre au mois de mars, tu vas être renouvelé au mois de mars l'année prochaine. Fait que, tu sais, c'est plus là, janvier, c'est le renouvellement de tout le monde. Là, puis quelqu'un prend sa carte au mois de septembre, c'est qu'on fait, on la prend-tu pour l'année ou bien pour l'année prochaine? Il y avait tout le temps de questionnement. Tandis que là, c'est vraiment ta date d'entrée qui jure de ton. Fait que c'est ça les principales sources de financement. On parlait du moitié-moitié, on peut faire les achats en ligne aussi, je pense. Oui, même chose. Donc, les informations se trouvent sur votre page Facebook, j'imagine, au moment de l'achat. On le publicise. Puis si les gens ne sont pas à l'aise de faire acheter le moitié-moitié en ligne, là, ils peuvent venir au bureau, on est capable de s'organiser. Même chose pour les autres sources de financement. Là, quand on fait notre souper, on a tout le temps des cartes à vendre. Fait que, il y en a au bureau. Vous pouvez passer par le bureau pour n'importe quoi. Là, si vous voulez faire un don, n'importe quoi. Le bureau, c'est une belle place aussi pour ça.
Au niveau de l'agrément, donc vous êtes une société d'histoire agréée. Non, pas nous autres. Pas vous, OK. Oui, c'est justement ça la différence. C'est qu'il y a 5 sociétés d'histoire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis sur les 5, il y en a 4 d'agréés. OK. Fait que nous autres, on ne peut pas l'être. Bien, on ne peut pas l'être. Il y aurait toujours moyen de l'être, mais c'est quelque chose qui est vraiment lourd à monter comme dossier. Il faut que tu aies une climatisation, humidité contrôlée dans ton local. Les critères sont plus gros. Oui, il faut que tu calcules le nombre de pieds linéaires que tu as d'archives. En gros, là. Puis tu as aussi, il faut que tout que tu répertories, ce qu'on a parlé tantôt, toutes les visites que tu as eues dans l'année, il faut que ça soit répertorié. Puis là, ben, on a une personne qui travaille là. C'est dur de dire on va gérer toutes ces données-là. Fait que ça a déjà été tenté un peu, mais ce qui est ressorti de ça, c'est que c'était trop lourd pour notre organisation de faire la demande d'être agréé. Puis là, ben, être agréé, c'est avoir des subventions gouvernementales. Oui, c'est ça. C'était ma prochaine question un peu de quel avantage vous aviez à être agréé ou non. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est pour ça que la Ville est là pour nous supporter. Le jour où la Ville ne sera plus là, ben là, écoute, on ne sera plus capable d'opérer parce que c'est le principal de notre financement vient de là. On parlait un peu des autres sociétés d'histoire. Il y a une distinction à faire, je pense, entre la Société d'histoire de Saint-Félicien et la Société d'histoire Domaine-du-Roi. Oui. Quelle est la distinction? Bien, là, c'est parce que j'ai eu des commentaires dernièrement, puis il y a des gens qui ont vu, puis je me suis même fait dire comment ça fait que tu n'es pas sur la photo du CA. Tu sais, c'est pas la même société d'histoire. Il y avait une société d'histoire à Roberval, puis il y en avait une Saint-Félicien. Ouais. Puis celle de Roberval, c'est comme transformée en Société d'histoire de Domaine-du-Roi. OK. Puis dernièrement, il y a eu une fusion, c'est qu'il y a un centre de données aussi à Roberval, puis ils ont décidé de tout mettre ça ensemble. OK. Fait que là, la fusion, les gens se mêlaient aussi, puis ils pensaient que c'était une fusion avec nous autres, mais non, on a deux entités différentes. Puis je fais tout le temps le comparatif, mettons, dans Maria-Chapdelaine, ta Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine, il y a une grosse ville à merci de Maria-Chapdelaine, tandis que dans le Domaine-du-Roi, tu as 2 grosses villes. Ouais. Puis, je te jure, là, j'ai vu des conseils de ville en noir et blanc qui parlent des 2 pôles dans la région, en tout cas, parce que la MRC, là, ça a un certain âge, là, ça n'existait pas dans les années 70, mais ils parlaient toujours des 2 grosses villes dans ce coin-là. Puis ça a comme toujours un petit peu tiraillé d'un bord puis de l'autre. OK. T'sais, sans se chicaner, mais tu sais, un essaye, puis l'autre essaye. C'est ça. Fait que, on le sait, il y a eu plein d'autres exemples là, de choses qui ont été à Saint-Félicien ou qui ont été juste à Roberval. Puis, il y a de la place pour les 2 sociétés d'histoire, moi, je pense que oui. Là. Oui, je pense que oui. Mais comme je dis tout le temps, si la Ville continue de nous aider, nous autres, on n'a aucune raison de ne pas continuer. C'est sûr. Par rapport au journal de la Société d'histoire, vous allez avoir un journal sur place ou vous avez déjà un journal? Bien, en fait, le journal, il existe, ça fait depuis 1993. Les premiers journaux qui ont été faits. Il y a eu des années où il y en a eu moins, il y a eu des années où il était plus mince, il y en a eu qui c'était plus épais. On a eu jusqu'à 32 pages à un moment donné de journal. Mais là, cette année, on vient de comme relancer un petit peu la section journal. On va avoir on a une nouvelle page en ligne qui va tout montrer, tous les journaux depuis 1993. J'ai tout numérisé ça personnellement. Ah oui? Parce que, oui, puis c'est tout uniforme. Puis on a monté une page web, puis là, on va pouvoir accéder à tous les journaux. Tu sais, as les pages qui tournent. En tout cas, c'est quelque chose de funny. Là. Puis là, on vient de sortir notre nouveau journal. Puis là, on revient à l'ancienne tradition, parce qu'en numérisant les journaux, je me suis rendu compte qu'il y avait comme une tradition de 8 pages. OK. Tu sais, se limiter un petit peu sa grosseur, puis en faire 4 par année régulièrement. Ça veut dire fin mars, mi-juin peut-être, pour l'avoir un peu avant les vacances. Puis après ça, fin septembre, puis mi-décembre, pour le temps des fêtes. Puis après ça, on recommence au mois de mars, etc. Et le nom de ce journal-là, c'est... C'est l'Écho de l'Archois-Mouchouane. OK. Puis ça s'appelle de même depuis 1993. Puis à l'intérieur, vous allez mettre vraiment des archives. Il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des articles, il y a des... comme là, on est en train on a comme voulu rebooter, en bon français. On a voulu comme repartir ça un petit peu. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on explique un peu les fonds d'archives, c'est quoi. Okay. Fait que, tu sais, on retourne un petit peu à la base, puis on explique ce qu'on fait. Après ça, on a parti une série d'articles qui est sur la laine. OK. Parce qu'on a un de nos membres du CA que sa fille a fait de la laine à partir du mouton. Là, OK. Juste, puis à la colore, puis tout ça. Fait que là, on va voir toutes les étapes de la fabrication de la laine. Fait ça va être en plusieurs
plusieurs numéros, si Ouais. on veut. Là. Puis là, bon, on a des photos. Mettons, on a commencé le premier numéro avec la Maison Banville. Fait OK. qu'on explique l'historique de la Maison Banville, comment que ça a commencé. Puis, fait que là, on va avoir une maison comme à chaque numéro. Fait que puis on finit tout le temps avec une petite page de nouvelles, aux coordonnées, des affaires de même. Mais tu sais, Super un intéressant. petit peu varié. Là. Il y a des articles différents qui vont passer là, au fil du temps. Là. Donc, pour ceux qui voudraient consulter les journaux, voir s'ils sont disponibles justement à la consultation, à quel endroit on dirige les gens? Ben, moi, je dirais plutôt le site web, là, la Société d'histoire Saint-Fé, pour aller voir tout ce qu'on fait, puis tout ça, puis les journaux. Puis vous avez un onglet aussi même pour aller faire votre inscription pour être OK. membre, puis faire un don, tout ça. Puis après ça, ben, notre Facebook, ben là, c'est sûr que ça, c'est la plaque tournante pour les publications. Puis les gens aiment bien ça parce qu'on met des affaires historiques. Puis c'est assez populaire quand même, là, les publications historiques. sur Oui, ça se Facebook. partage beaucoup, en tout cas, on Ouais. les voit passer. Ça fait un changement des trompes de ce monde. puis Oui. toutes les autres affaires qu'on voit. Et même ceux qui auraient mal compris un peu le site web, là, vous pouvez vous diriger sur la page Facebook, donc vous pouvez Oui. avoir eu accès. Oui, oui, toutes les données ce sont côté. là. Ouais. Martin, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci, Alexandre. C'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition.